Sud Radio, Le grand référendum. Jean-Marie Bordry. Êtes-vous sensibilisé au danger de la tique ? La tique, ce parasite qui peut vous piquer lorsque vous faites une promenade en forêt et qui peut vous faire attraper la maladie de Lyme. Cette maladie, qui est dénoncée comme un scandale sanitaire en France. 100 médecins ont signé un appel. Ils disent que la maladie est très mal reconnue, que cette maladie est très mal soignée et pourtant elle est très grave. Elle peut vous suivre absolument toute votre vie. Alors c'est le débat du grand référendum. Êtes-vous sensible au danger de la tique ? Nous serons avec François Vanson, député Les Républicains des Vosges, co-auteur d'une proposition de loi sur cette maladie de Lyme. Nous serons également avec François Lallemand, médecin généraliste, spécialiste de la même maladie. Et nous serons aussi avec Patrice Benedetti, atteint de cette maladie depuis 2 ans et qui, du fait de la maladie de Lyme, est actuellement en fauteuil roulant. Êtes-vous sensible au danger de la tique ? C'est le débat du grand référendum. 0826 300 300. Jean-Marie Bordry. Le grand référendum. Sud Radio. Êtes-vous sensibilisé au danger de la tique ? Cette tique qui peut vous piquer lorsque vous faites une promenade en forêt, que vous allez au golf ou alors que vous allez à la chasse. Et la tique qui peut vous faire attraper la maladie de Lyme. Cette maladie de Lyme, elle est dénoncée comme un scandale sanitaire par 100 médecins qui signent un appel. La maladie serait mal reconnue, souvent pas diagnostiquée ou mal diagnostiquée et dans tous les cas mal soignée. Êtes-vous sensible au danger de la tique ? C'est le débat du grand référendum. On accueille Patrice Benedetti. Vous êtes atteint de la maladie de Lyme, vous faites partie de l'association France Lyme. Bonjour Patrice Benedetti. Bonjour. Merci de témoigner dans le grand référendum Sud Radio. Nous sommes également avec François Vanson, député Les Républicains des Vosges. Vous avez déposé une proposition de loi sur la maladie de Lyme. Bonjour François Vanson. Bonjour. Et nous sommes enfin avec François Lallemand, médecin généraliste et spécialiste de cette maladie. Bonjour François Lallemand. Bonjour. Alors, je vais commencer par vous, Patrice Benedetti. Vous êtes le premier concerné par ce problème. Est-ce que cette maladie de Lyme est, d'après vous, un scandale sanitaire en France ? Est-ce que vous pensez, vous êtes d'accord avec ces 100 médecins pour dire la maladie est très mal diagnostiquée, on s'en occupe très mal ? Tout à fait, puisque ce qu'on peut remarquer en premier chez tous les patients atteints, les malades, c'est que déjà il y a une errance. C'est-à-dire que pendant 1 an quasiment, tous ceux qui sont atteints de maladie de Lyme sont dans l'errance totale pour finir par des soins souvent psychologiques, car il y a une méconnaissance aussi bien au niveau des médecins que les moyens d'action. Puisqu'aujourd'hui, n'ayant pas de loi pour aller dans le sens du patient et du soin, il y a une chasse aux sorcières qui se fait, puisque aujourd'hui on reconnaît le texte de loi, puisqu'il faut savoir qu'il y a 3 catégories dans la maladie de Lyme, 3 étapes. Et lorsqu'on est au stade chronique, il n'y a aucun texte, et donc les médecins ne peuvent pas appliquer de traitement. Alors que le stade chronique, Patrice Benedetti, justement, c'est quand cette maladie, un peu comme le paludisme, vous l'avez eu une fois, ça peut se calmer, vous avez une rémission, puis ça peut revenir à n'importe quel moment tout au long de votre vie. On s'en débarrasse pas. On ne s'en débarrasse pas, puisque justement c'est le côté chronique et c'est là où les avis divergent, parce que la maladie, lorsque vous avez un traitement, la maladie ne s'éradique pas. C'est-à-dire que je sais qu'aujourd'hui la maladie on ne pourra jamais m'ôter la bactérie. Donc c'est surtout pour les prochains malades. Mais quand vous prenez un traitement, la maladie fait comme un sous-marin, elle se met en stand-by, elle se cache dans les cellules. Donc si vous voulez, systématiquement, lorsque à ce moment-là vous faites des examens, on vous dit non monsieur, vous avez rien. Après pour le docteur Lallemand pourra mieux parler que moi de certains termes médicaux, mais si vous voulez sur la maladie, vous avez les tests qui aujourd'hui, que ce soit par les organisations sanitaires, sont décriés, et pourtant on continue à s'appuyer sur ces tests qui ne sont pas valables, qui ne valent rien. Et lorsqu'on vous fait en termes de chronicité, lorsque vous êtes malade chronique, vous avez ce qu'on appelle les IgM et les IgG, et ressort toujours les IgM, parce que la bactérie va du sang au tissu profond et revient dans le sang. Donc votre corps réagit comme si c'était une nouvelle bactérie, on vous dit toujours que c'est un stade primaire.
Et en fait, on tourne en rond. Sauf que pendant l'année... C'est un problème médical, en fait, kafkaïen, hein, Patrice Benedetti. C'est pour ça que je vais me tourner vers François Lallemand, médecin généraliste, spécialiste de la maladie de Lyme. François Lallemand, vous avez signé cet appel de 100 médecins. Vous parlez de scandale sanitaire. Alors, avant de revenir sur les causes de cette polémique, on va expliquer avec vous, ou plutôt vous allez nous expliquer, vous qui êtes médecin, quels sont, globalement, les symptômes concrets. Qu'est-ce qu'on voit à chaque fois et qu'est-ce qu'il est plus difficile de détecter? François Lallemand. Oui, effectivement, les gens qui souffrent de maladies chroniques souffrent surtout de plusieurs symptômes qui reviennent très très souvent. Ce sont des douleurs récurrentes qui changent de place, une fois c'est à droite, une fois c'est à gauche, une fois c'est en haut, au niveau des épaules, parfois c'est aux membres inférieurs. Comme des rhumatismes un petit peu. C'est ça. Parfois ça touche les petites articulations, alors qu'officiellement on dit que ça ne touche pas les petites articulations. Ensuite, on peut avoir souvent des douleurs de dos, qui est chronique, qui se répète. Alors on met ça sur le compte de l'arthrose, et ça c'est une maladie extrêmement courante. Ensuite, on a souvent une fatigue extrêmement importante, qui revient souvent vers une fatigue anormale. Au début, c'est parfois des coups de pompe. Ensuite, après, ce sont des douleurs qui durent quelques jours. Des fatigues qui durent quelques jours, mais des semaines et des semaines. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus travailler. Alors là, se corse le problème, parce que ce sont des maladies qui ne sont pas reconnues. Alors le médecin conseille en fonction de sa formation, en fonction de ses préférences, et il admet la maladie ou pas. Enfin, il n'admettra jamais la maladie de Lyme. Et justement, François Lallemand, on parle de douleurs articulaires, de mal de dos, de grosses fatigues, alors qui reviennent souvent, qui peuvent aller jusqu'à vous empêcher de travailler, sauf que c'est toute la difficulté. Ça, c'est des symptômes finalement qui peuvent paraître, quand on entend ça, banal. Alors ça ne l'est pas quand on les subit, mais ça peut paraître banal. Pourquoi, en revanche, et vous allez nous expliquer ça, pourquoi la maladie est si grave? Elle est grave parce que si on ne la traite pas, ça continue à évoluer. Une maladie de Lyme chronique ne... On a perdu François Lallemand, médecin généraliste, spécialiste de la maladie de Lyme et signataire de l'appel des 100 médecins qui parle justement de scandale sanitaire. Je me tourne vers notre autre invité, François Venson, député Les Républicains, co-auteur d'une proposition de loi sur la maladie de Lyme. Alors, François Venson, moi ce qui m'a surpris, c'est que de tout temps, quand on se promène en forêt, normalement, votre grand-mère vous dit « mets un pantalon, fais attention et surtout, vérifie quand tu reviens chez toi que tu n'as pas été piqué par une tique parce que c'est dangereux ». Donc quand même, ce danger de la tique, c'est quelque part bien ancré. En général, on sait qu'il faut inspecter son corps et regarder qu'on n'a pas été piqué. Alors, malgré tout, on a ces 100 médecins qui nous parlent de scandale sanitaire. Comment se fait-il qu'un danger bien admis par le bon sens populaire et depuis longtemps, finalement, ne soit pas traité de la bonne manière, François Venson ? C'est exactement la question qui se pose. Alors, en qualité d'élu de montagne, département fortement forestier, donc j'ai été saisi à plusieurs reprises, d'une part par des malades et des médecins, j'imagine. Des associations et des médecins sur cette problématique. Alors, j'ai travaillé en 2 temps avec mon collègue Marcel Bonneau. Premier temps, nous avons déposé une proposition de résolution européenne qui visait à sensibiliser l'Union européenne sur le problème de la maladie de Lyme. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'en 2014, cette proposition de résolution a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée, la Commission des Affaires européennes. Donc le dossier est parti à l'Union européenne pour examen. Et donc parallèlement à cela, j'ai souhaité aussi sensibiliser le Parlement de manière à intervenir sur le droit national. Et là où les choses sont tout de même curieuses, c'est que la proposition de loi qui proposait un certain nombre de dispositions a été rejetée par la majorité de l'Assemblée nationale, ce qui est tout à fait incompréhensible alors qu'il y avait un consensus initial. Alors, on a récupéré, si je puis dire, façon de parler, François Lallemand, donc médecin généraliste, spécialiste de la maladie, signataire de cet appel. Pourquoi je reviens à cette question? Parce qu'elle est importante. La maladie de Lyme, au début, ça peut être des douleurs d'articulation, ça peut être des mal de dos, ça peut être une grosse fatigue, mais ça peut aussi évoluer et devenir très grave. Et c'est quoi? En quoi c'est très grave? Expliquez-nous, s'il vous plaît, François Lallemand. Donc là, ça peut évoluer vers des signes neurologiques. On peut avoir des paresthésies, donc des douleurs neurologiques,
qui peuvent être invalidantes au niveau des membres inférieurs, au niveau des membres supérieurs. On peut avoir des paralysies, en dehors de la paralysie faciale qui ne pose pas trop de problèmes en pratique, mais les gens ont parfois des paralysies, mais même des des hémiplégies. Paralysés sur une moitié du corps. Ouais, c'est ça. Carrément, ou bien même les membres inférieurs. J'ai déjà eu des gens qui souffraient soi-disant d'un pseudo Guillain-Barré. Le Guillain-Barré, ça c'est une maladie qui entraîne des paralysies des membres inférieurs, qui est dû à un virus, et ça passe en quelques semaines. Par contre, là j'ai vu des gens qui étaient traités, considérés comme des pseudo Guillain-Barré, donc qui traînent, qui évoluent depuis des mois et des mois. Alors ce qui est choquant, on peut François, avoir des problèmes neurologiques également très graves qui ressemblent à des scléroses en plaques, et même beaucoup plus graves. Il y a aussi des maladies du Charcot qui peuvent être dues à une maladie de Lyme. Évidemment, ça c'est un sujet c'est un sujet tabou, qui n'est pas abordé en France. Mais le docteur Horowitz, qui est le grand spécialiste américain, lui, il traite des gens depuis une quinzaine d'années. Donc ça veut dire qu'ils sont toujours en vie. En France, il y a 3000 personnes qui meurent de la maladie du Charcot par année, et on ne fait rien, on n'en parle jamais. Et pourtant, il y a déjà des gens qui commencent à s'améliorer. Il y a déjà un monsieur qui a déjà récupéré depuis 2 ans, qui a déjà d'ailleurs témoigné au congrès qu'on a organisé à Strasbourg. Alors ce qui est choquant, si vous permettez, François Lallemand, c'est que les témoignages de malades, et ce que vous dites notamment en partie dans votre appel, certains malades consultent et on leur dit mais attendez, on vous a soigné il y a 6 mois, il y a 1 an, là si ça revient c'est que c'est dans votre tête. Il y en a qu'on envoie en soins psychologiques, c'est quand même incroyable. On est dans un problème kafkaïen, comment ça s'explique alors que le problème tique est présent depuis très longtemps en France et que ça a toujours existé? Bon, effectivement c'est un problème qu'on n'arrive pas à comprendre, ou bien si on commence à comprendre un certain nombre de fonctionnements du système français. En fait c'est une défaillance du système français, au niveau politique et au niveau sanitaire. C'est que le consensus de 2006, ça c'est une réunion de spécialistes qui a siégé en 2006, qui a repris les recommandations américaines de 2006 et qui a décrété, voilà, la maladie de Lyme c'est une maladie rare, c'est une maladie qui se guérit très bien avec un traitement court, et la maladie de Lyme chronique n'existe pas. Alors que c'est tout le contraire, d'après vous. C'est juste le contraire. Donc il y a eu pas mal de spécialistes américains qui ont créé une autre association et qui ont dénoncé ce problème depuis longtemps. Nous, de l'autre côté, on le fait depuis 2007. Il y a le docteur Schaller qui s'est rendu compte et qui a essayé avec docteur Bernard Christophe. Ils se sont rendus compte et ils ont commencé à utiliser un test d'origine allemande, mais qui est toujours validé en France, qui était validé et remboursé par la sécurité sociale. Donc c'est un Western blot de bonne qualité. Avec ça, on trouvait déjà beaucoup mieux. Il y avait un hic dans ce consensus, c'est qu'en fait, on fait tout pour ne pas trouver le Lyme. On dit qu'il faut faire le test ELISA. Et si le test ELISA est positif, on a le droit de continuer. Ou bien, en cas de doute, on a le droit de continuer. Alors ça, c'est une question d'interprétation. Nous, on a interprété en cas de doute. On savait que le test ELISA n'était pas performant, donc si ça revient négatif, on avait un doute. Et on demandait systématiquement en Western blot. Alors expliquez-moi une chose, François Lallemand, parce que ce que vous dites est quand même très grave. Vous dites aujourd'hui on fait tout pour ne pas trouver cette maladie alors qu'elle est très grave. Pourquoi on fait tout pour ça? Pourquoi on veut pas le voir? Pourquoi des médecins ne veulent pas le voir? Les médecins, donc ce sont un peu les victimes du système également, parce qu'on n'enseigne pas la maladie de Lyme correctement. C'est ça le problème. Quand je vois des cours polycopiés de plusieurs facultés de médecine en France, que ce soit de l'Est ou bien que ce soit d'autres régions, le Lyme, ça représente 2 pages de polycope. Et vous enlevez 1 ou 2 graphiques, donc il reste dans le texte pratiquement rien. Et pour peu que vous ayez séché un cours de vos études de médecine, eh bien vous savez même pas que ça existe ou ce que ça représente. C'est ça. Donc et c'est grave parce qu'on était en 2012, on était au ministère pour réclamer la création d'une commission. Bon, on était à plusieurs avec le professeur Perron, docteur Charette, Cornet de Saint-Cyr, Bottero, docteur Schaller, moi-même et Judith Alberta. Bon, et on a été reçus par un monsieur, donc médecin d'ailleurs, qui était médecin conseil chef d'une région, dans la région du centre de la France, et médecin de l'ARS. Et il avait un certain âge, bon, il devait avoir la 60aine. Et il dit, il n'a jamais vu de cas de Lyme dans sa vie, alors qu'il passait sa vie à contrôler les malades. Alors c'est un peu surprenant, quoi. Et qu'en région Centre-Val de Loire, d'autant plus, les forêts ne manquent pas. Alors ça montre bien, disons,
un problème grave d'ignorance au niveau des hautes autorités sanitaires françaises. Ce qui va me permettre de me tourner, si vous permettez, François Lallemand, par monsieur le député François Vanson. Alors vous êtes député, vous l'avez dit, dans les Vosges, notamment un département où le problème de la maladie de Lyme et la présence d'éthique est tout à fait signalé. Tout le monde est au courant. Enfin, moi, ça relève du conseil de grand-mère. On m'a toujours dit, mais couvre-toi les jambes, ne sors pas en forêt en short, par exemple. On sait jamais, autant ne pas attraper une tique. On sait, quand on vit à la campagne ou à côté d'une forêt, qu'une tique, ça ne s'enlève pas en la tirant, parce que sinon la tête reste coincée dans votre peau, et qu'il faut prendre ce qu'on appelle un stylo à tique ou un tire-tique. C'est quelque chose qu'on trouve à la pharmacie. Bon, une fois qu'on a dit ça, il semble que les citoyens soient au courant et que les médecins ne le soient pas. Alors, qu'est-ce que peut faire le législateur que vous êtes, vous, dans un cas pareil, François Vanson ? Alors, écoutez, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, le volet de prévention. Donc effectivement, il faut communiquer, on peut s'appuyer notamment sur des utilisateurs de la forêt, que ce soit les fédérations de chasseurs par exemple, que ce soit le club vosgien pour ce qui concerne le département des Vosges, ou alors les métiers forestiers. Donc on peut déjà communiquer pour essayer de mettre en avant les bonnes pratiques. Mais se faire un examen après une randonnée en forêt, certes c'est très important, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des fois les tiques sont aussi assez difficiles à déceler. C'est pas facile à voir, hein. Ça fait plusieurs millimètres. C'est très facile à voir. Donc il y a ce point-là qui m'apparaît extrêmement important. Donc il y a tout le volet préventif. Ensuite, ce qui est tout de même assez important dans ce débat, c'est qu'il faut, comme le disait très justement le docteur Lallemand, il faut sensibiliser le corps médical. Et se pose déjà en premier lieu la fiabilité des tests, entre le test ELISA et le Western blot. Il semblerait, pour reprendre encore les propos du docteur Lallemand, que le Western blot est un test... il y a un problème en tout cas sur les tests de détection. Voilà, donc il y a déjà ceci. Donc il faudrait déjà que la conférence de consensus se mette aussi d'accord sur la pertinence de tel ou tel test. Donc ça, alors on va revenir sur ce sujet dans quelques instants, François Vanson, si vous permettez, parce que on va devoir faire une pause. Mais ce qui est incroyable dans ce que vous dites, et vous avez raison de le dire, mais c'est vous, députés, en êtes réduits à sensibiliser les médecins sur une maladie. C'est quand même le monde à l'envers. Alors, est-ce que vous êtes, vous, sensibilisés, vous tous qui nous écoutez, sensibilisés au danger de la tique? C'est la question qu'on vous pose sur sudradio.fr. On fait un point sur le sondage avec vous, Fabien Tacard-Blanchin. Oui, c'est assez partagé. Nos auditeurs pensent à 50%. Ils sont sensibilisés, on va dire, de façon partiale, ce qui prouve d'une certaine manière qu'elle est assez peu connue. On n'est au courant, en fait, que quand on est concerné, tout simplement. Oui, par on cette sait qu'il y a un problème avec la tique, mais on ne sait pas trop quel est le problème ou quelle est sa gravité. En tout cas, êtes-vous au courant, sensibilisé au danger de la tique? C'est le débat du grand référendum. On est avec François Vanson, député des Vosges et co-auteur d'une proposition de loi sur le sujet. On est avec François Lallemand, médecin généraliste, spécialiste de la maladie de Lyme et signataire de l'appel des 100 médecins qui parlent de scandale sanitaire. Et puis on est avec Patrice Benedetti, atteint de cette maladie, membre de l'association France Lyme, à qui on redonnera la parole dans quelques instants après une courte pause. Sud Radio, Jean-Marie Bordry, le grand référendum. Êtes-vous sensibilisé au danger de la tique, cette tique, ce parasite qui peut vous piquer lorsque vous faites une promenade en forêt, que vous allez au golf ou que vous allez à la chasse? Eh bien, la tique qui peut vous transmettre la maladie de Lyme, maladie très grave, qui est dénoncée comme un scandale sanitaire en France par 100 médecins qui ont signé un appel. Parmi ces 100 médecins, il y a François Lallemand, notre invité, médecin généraliste et spécialiste de cette maladie. Nous sommes également avec François Vanson, député Les Républicains des Vosges, et nous sommes avec Patrice Benedetti, qui est atteint de cette maladie depuis 2 ans et qui fait partie de l'association France Lyme. Patrice Benedetti, alors on nous a décrit un parcours du combattant finalement pour un malade, pour arriver à se faire diagnostiquer cette maladie qui est très grave. Vous dites que vous êtes atteint de cette maladie depuis 2 ans. Combien de temps il a fallu pour qu'on s'en rende compte et qu'on vous donne un traitement adéquat? Alors, en fait, il a fallu 1 an pour s'en rendre compte. Et le pire de tout ça, c'est que même quand on s'en est rendu compte, on m'a dit que ça venait pas de là et on m'a rien donné. Donc, il a fallu que je fasse des propres recherches de mon côté et que je prenne contact avec des médecins qui étaient plus ou moins sensibles à cela pour avancer sur mon cas.
Je suis rentré à l'hôpital 15 jours, donc les analyses positives en main, que ce soit le test ELISA ou le Western Blot. Et de là, on m'a gardé 15 jours par rapport aux douleurs que je décrivais. Et quand je suis sorti, on m'a tapé dans la main, on m'a dit, voilà, il faudrait mieux aller voir un psychologue. Alors que j'avais les tests positifs. Donc c'est pour ça que le parcours du combattant, il est là. Et sachant que tout le temps qu'on passe, tout le temps qu'on perd à ne pas vous soigner tout de suite en vous l'ayant diagnostiqué, eh bien, ça fait que la maladie peut empirer. Ah ben, elle a empiré. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, suite à différents traitements, on a calmé quelques douleurs. On a fait un petit pas en arrière, mais elle avait tellement pris le pas, que ce soit sur un plan neuro ou de douleurs articulaires, que maintenant, ben voilà, ça a été vraiment trop tard. Alors c'est une question un peu délicate que je vais vous poser, je suis désolé, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez été piqué par cette tique ? Parce que c'est pas évident à noter. Et ça c'est très important d'expliquer à tous ceux qui nous écoutent de la manière dont on peut s'en rendre compte. Le problème c'est que moi j'ai été piqué par une tique adolescent. Il y a longtemps. Il y a très longtemps, mais à l'époque... et vous en souvenez, ça, par contre ? Oui, tout à fait, oui. J'avais 14 ans, ma mère et ma sœur avaient bataillé quelques temps pour m'enlever cette tique dans le dos. Et le problème, c'est que dans les années 80, forcément, si aujourd'hui on n'a pas avancé sur le sujet, imaginez-vous dans les années 80, quoi. Oui. Donc, bon... cela étant dit, voilà, j'ai pas eu de problème jusqu'à 2 ans. Et il y a 2 ans, vous avez eu les premiers éléments. Et là, vous vous êtes souvenu tout de suite, mais je me suis fait piquer par une tique il y a longtemps. Ah non, pas du tout. C'est-à-dire qu'au début, comme il y a eu un temps de recherche qui a été long, des examens, des SIDA, et qu'on ne trouvait pas et qu'on ne comprenait pas mon cas, et je suis tombé sur un médecin dans un hôpital qui a commencé à dire « Vous avez les symptômes du chikungunya, donc on va chercher plutôt sur ce plan-là. » Et puis, il m'a fait des prises de sang, et puis on m'a dit « Bon, c'est peut-être la maladie de Lyme. » Mais comme on avait sorti à chaque fois des problèmes, donc je ne savais même pas ce que c'était la maladie de Lyme, je n'avais jamais entendu parler. Donc il m'a refait le test une deuxième fois, il est revenu une deuxième fois positif. Là, on a demandé la confirmation Western Blot. Et de là, il m'a envoyé vers un rhumato dans un autre hôpital. Et c'est là où, malgré les résultats, on ne m'a strictement rien donné. Mais rien. On m'a laissé repartir balle au battant. Donc c'est là où moi j'ai pris les choses en main. Et c'est là où je me suis rendu compte pourquoi il y avait des tests qui étaient positifs et des tests qui étaient négatifs. Parce qu'entre-temps, il y a quand même eu des tests qui étaient négatifs. Tout simplement parce qu'on ne cherchait pas la bonne bactérie. Parce qu'elle a des vitamines, la bactérie. Donc j'étais réactif à une. Mais sur les autres tests, elle n'y était pas. C'est comme si vous disiez, j'ai mal à la main droite, on fait une radio, on vous dit non, vous avez rien. Donc on vous a fait une radio de la main gauche. C'est strictement la même chose. Et ça, quand vous êtes novice ou même médecin, que vous ne savez pas, il y a des médecins qui ont lu en croisé et qui n'ont même pas vu. C'est moi qui ai apporté à chaque fois les réponses en disant mais attendez, il y a ça et ça, et lorsqu'on cherchait cette bactérie, à chaque fois j'étais positif. C'est terrible à dire, Patrice Benedetti, mais en fait c'est un cas d'école, cette maladie de Lyme, c'est un cas d'école pour un médecin, parce que ça ressemble à peu près, chaque symptôme pris séparément ressemble à une autre maladie, mais c'est difficile d'avoir le test qui vous dit mais en fait ça c'est la maladie de Lyme. Et ça c'est quand même assez incroyable. Patrice Benedetti, si vous permettez, on va donner la parole à François. L'allemand, l'histoire de Patrice Benedetti, est-ce qu'elle est courante ? Vous en avez rencontré plusieurs dans ce cas-là ? D'abord, le simple fait que là, il a cette maladie depuis 2 ans, mais il se souvient que c'est quand il avait 14 ans qu'il avait été piqué, ça ne peut être que ça. Ça peut incuber comme ça aussi longtemps ? Ça peut effectivement incuber pendant pas mal de temps, mais là, il y a toujours des doutes. Mais on voit que ça, on constate aussi quand le système immunitaire fonctionne bien, il y a souvent des gens qui peuvent être, entre guillemets, des porteurs sains. Et ça, je l'ai déjà constaté très souvent. Quand je fais des tests chez des gens qui travaillent en forêt, chez des forestiers, ou bien des chasseurs, qui peuvent avoir des tests très positifs et ils n'ont pratiquement pas de signes, pas de symptômes. Par contre, d'ailleurs, on rappelle, ça c'est important, on rappelle que cette maladie, a priori, n'est pas contagieuse. Hein, ça, vous pouvez le confirmer. Non, parce que ça, je ne confirme absolument pas. Vous confirmez pas ? Elle est tout de même contagieuse, on le sait, entre partenaires. Hein. Ah, entre partenaires sexuels ? Transmission sexuelle, oui. D'accord. Donc vous pouvez, si vous êtes atteint de cette maladie, contrairement à ce que j'avais pu le lire, vous pouvez transmettre cette maladie. À votre partenaire, hein.
Et puis également, mais c'est beaucoup moins transmissible que d'autres maladies sexuelles. Hein. C'est moins automatique. C'est ça. Mais c'est un risque. quantité de gens, de partenaires, de couples, de familles entières qui sont touchés. Hein. Après, c'est transmissible tout de même également de mère à enfant, hein, parce que ça, il faut le savoir. Hein. Hein, et là, il y a un travail américain qui avait été fait à l'époque sur 5000 enfants. Et le pédiatre a pu constater 5% des enfants l'avaient à la naissance. Et puis moi-même, j'ai eu un certain nombre de bébés que j'ai traités parce que la mère l'avait et on a fait le test assez tôt. Et d'autres avaient des pathologies assez récentes à l'âge de 1 an ou 2 ans. Hein, et en faisant les tests, ils revenaient positifs, donc ça confirmait la maladie. Ensuite, après, il y a un autre problème très grave qu'on a déjà soulevé et on n'a pas de réponse précise en France. Est-ce qu'il y a une transfusion une possibilité de transmission par les transfusions sanguines. Alors ça, c'est un sujet tabou. On n'a absolument pas le droit à poser la question. Il y a tout de même un certain nombre de malades qui ont écrit au centre de transfusion de plusieurs régions et ils ont eu des réponses extrêmement surprenantes, contradictoires. Alors j'ai accompagné le professeur Montagnier en début novembre à Paris pour voir un responsable au niveau du centre de transfusion national. Hein. Donc on a vu ce confrère qui est là. Il a dit qu'il connaissait bien la maladie de Lyme, qu'il n'y avait pas de risque. Hein, voilà. Et ensuite après, il a dit qu'il connaissait la maladie et il nous a projeté sur le mur le cours qu'il avait donné quelques mois auparavant, au mois de mai 2015, à d'autres confrères, d'autres médecins. Et là, il y avait des erreurs dans son cours. Et là, il a donné un chiffre effarant. Il a parlé de 500 000 nouveaux cas par année pour l'Europe entière. Et je rappelle qu'il y a un mois, le 18 juin, on avait donc le congrès à Strasbourg et il y a la spécialiste belge qui parle, Madame Opsemer. Elle parle de 1 million de nouveaux cas par année pour l'Europe. Alors, à l'échelle du continent. C'est ça. Alors il y a un fossé entre 500 000 et 1 million. Question énorme. très précise avant de redonner la parole à nos autres invités. François Lallemand, la proportion des cas les plus graves, est-ce que la maladie peut s'arrêter à des symptômes comme mal de dos, douleur articulaire, ou est-ce qu'elle évolue toujours ? Mais moi, je vois souvent qu'elle évolue par palier. Hein. Là, il y a des gens qui souffrent uniquement, ou bien ça dépend aussi des variétés, donc des borrelies, parce que quand on a ça dépend de la variété de la bactérie qui est contenue dans la tique. Ça donne beaucoup de troubles neurologiques et ça évolue par palier, donc avec des paralysies. Après, les gens deviennent grabataires. Et ensuite, après, il y a des gens qui meurent également à la maladie de Lyme, bien que les experts disent qu'ils n'ont jamais vu mourir de gens de Lyme. Moi, je veux bien les croire, parce que comme ils ne croient pas à la maladie de Lyme, ils ne voient jamais les gens gravement atteints et ils les envoient automatiquement vers d'autres services. Et cacher cette maladie que je ne saurais voir, c'est un peu, c'est un peu le mur auquel se heurtent les malades lorsqu'ils consultent beaucoup de médecins. Donc là, je voulais juste encore donner cette précision. J'ai demandé à ce responsable d'où il sortait ce chiffre de 500 000 nouveaux cas. Il a dit, je dirige un organisme national public, donc je suis obligé de tenir compte des chiffres que me donne l'administration française. Or, les 500 000 cas, c'était les chiffres qui remontent à une trentaine d'années. Alors ça, c'est très grave. Ça veut dire que l'administration française a 30 ans de retard sur la réalité médicale. Et c'est la raison pour laquelle, ça fait partie des nombreuses raisons pour lesquelles vous, François Lallemand, avec 99 autres médecins dans cet appel, vous parlez de scandale sanitaire absolu. François Vanson, député des Vosges, donc département montagneux comme vous l'avez dit, il y a forcément beaucoup de promeneurs en forêt. La probabilité d'être piqué par une tique, elle existe. Et en tout cas, chez vous en particulier. Vous avez eu plusieurs cas de maladie ou beaucoup de cas de maladie, vous, dans votre circonscription ou pas ? Oui, plusieurs patients m'ont demandé audience en témoignant de leur situation et surtout en faisant part de leur incompréhension face à cette omerta, semble-t-il. Et le désarroi face aujourd'hui sur le sujet. Donc il y a véritablement un besoin d'une véritable politique de santé publique en la matière. Et alors vous qui êtes législateur, vous appelez à quoi concrètement, précisément ? Parce que d'après ce que j'entends, moi, quand j'entends ce que disent les uns et les autres, quand je vous entends vous, quand j'entends ce que dit Patrice Benedetti, qui est atteint de cette maladie, et quand j'entends le docteur François Lallemand, je me dis que c'est quand même incroyable et que ça appelle à une mobilisation générale, quoi. Donc vous appelez à quoi ? Alors,
Tout d'abord, je voudrais tout de même rappeler que le rôle du législateur ne consiste pas à se substituer au corps médical. Bien sûr. Chacun son job. En revanche, il existe un certain nombre d'instances, telles que la conférence de consensus, qui est chargée d'émettre régulièrement des rapports, peut intervenir. Et notamment, ce qui me semble important, c'est que l'ensemble de la communauté médicale qui a des avis divergents sur le sujet, eh bien, puisse régulièrement se rencontrer. Alors, il y a eu au moins un point positif sur la proposition de résolution, qui a été adoptée en 2014, c'est que suite à cette proposition de résolution, un rapport a été émis. D'accord. Et justement, il a déjà mis en avant certaines, je dirais, différences d'appréciation, et donc a mis l'accent sur des pratiques qui n'étaient pas reconnues jusqu'à maintenant. Donc, on a déjà un tantinet progressé. Mais ceci n'est pas suffisant. Donc, ce que nous demandons dans le cadre de cette proposition de loi, c'est d'une part des éléments de contexte, notamment sur la cartographie des régions qui sont plus touchées que d'autres. Toute la France est touchée, sauf un peu le bassin méditerranéen, semble-t-il, et donc on ait déjà une bonne connaissance de la cartographie. Ensuite, il va se poser la question des tests, comme on l'a dit, la reconnaissance soit ELISA ou Western blot. Là, il faut qu'on avance. Un des deux sur tests, le sujet. à condition d'être d'accord sur lequel marche. Absolument, absolument. Et ensuite, se pose aussi la question des traitements, parce qu'il semblerait que nos homologues européens utilisent des traitements qui sont, je dirais, plus longs dans le temps, ce qui est vrai aussi aux États-Unis, et qui, semble-t-il, ont de meilleurs résultats. Là, c'est le travail aussi de la conférence de consensus. Ensuite, ça, c'est un aspect, si vous permettez, François Vanson, que j'aimerais aborder rapidement avec vous, mais les médecins, en tout cas, ceux qui ont signé cet appel, disent la maladie est chronique, elle dure et elle n'est pas reconnue comme telle. Absolument, c'est vrai. Alors là aussi, il y a un volet qui était prévu dans cette proposition de loi, c'est-à-dire le volet formation des médecins, ce qui me semble également très important. Donc c'est un dispositif qui est tout à fait cohérent avec d'autres prises en charge de maladies qui font l'objet de politiques de santé publique particulières. Vous êtes optimiste ou pas, vous, François Vanson ? Les médecins ont du mal à se mettre d'accord entre eux. Est-ce que les députés, eux, vont finir par se mettre d'accord pour se pencher sérieusement ? Oui, je le pense, tout simplement parce que je suis aussi tout à fait conscient que cette proposition de loi ne va pas non plus résoudre tous les problèmes. On est bien d'accord, on est dans le domaine de la science. Non, mais quand je vous entends tous, on part de loin. Mais donc c'est déjà ça. Absolument, on part de loin. Mais je pense que ce sujet devrait évoluer dans les années qui viennent. Donc vous êtes quand même optimiste. Patrice Benedetti, donc je le rappelle, vous êtes atteint de cette maladie. Vous avez été piqué quand vous aviez 14 ans, mais ça a mis du temps à se concrétiser. Quelle est la modalité ? Qu'est-ce que préparent les associations maintenant ? Vous faites partie de France Lyme. Tout à fait. Est-ce que vous arrivez à vous retrouver tous, finalement, enfin le plus possible, à sensibiliser ? Qu'est-ce que vous allez faire ? On essaye de tous se sensibiliser et de se réunir. Alors de temps en temps, on se réunit entre nous. On essaye de porter des actions qui, par le biais comme vous de la radio, des actions qui portent. Parce qu'aujourd'hui, sans les pouvoirs publics, on ne pourra rien faire. On ne pourra pas évoluer. Donc forcément que nous on se bat pour déjà la reconnaissance de la maladie. Deuxièmement, pas pour dire qu'on est malade, parce que sincèrement on veut avoir une vie comme tout le monde, donc on veut pas dire qu'on est dans la case des malades, mais on veut être reconnu pour que les médecins puissent nous apporter les traitements nécessaires. Tant que la maladie ne sera pas reconnue, le médecin ne pourra pas traiter. Et si le médecin ne traite pas, on va se retrouver encore à la chasse aux sorcières, parce qu'on va attaquer les médecins, parce qu'ils font du travail de charlatanisme selon les critères définis. Et pour revenir sur ce qui a été dit, c'est que en plus de tout ça, si on lit le protocole de 2006, le protocole officiel, donc on reconnaît le stade 1, on reconnaît le stade 2, et pour la maladie chronique, c'est pas qu'on la reconnaît pas, tout le monde sait qu'elle existe. Mais sur le protocole de 2006, il est stipulé en 2 lignes que concernant la maladie chronique, on n'en parlera pas dans ce protocole. Donc voilà d'où vient le problème. À cause d'une phrase,
il ne se passe rien. Il y a toujours il manque toujours quelque chose. Il manque toujours la petite pierre. Donc c'est vrai qu'on a besoin des pouvoirs publics. C'est vrai que on essaye de porter le combat haut et fort, qu'on nous entend. Mais du fait que sur le protocole, il est écrit qu'on doit reconnaître 5% des cas en France, donc si vous voulez, indirectement, on met l'affaire sous le tapis. Et comme en cas grave, dans la majorité des cas atteints, déjà il faut être reconnu, il faut être arrivé à un stade assez élevé, on représente rien dans la balance en termes de personnes, parce que les cas ne sont pas reconnus. Je vais vous poser une dernière question, elle est importante, je suis désolé, Patrice Benedetti, mais on arrive on touche à la fin de ce débat, mais on va parler de la prévention aussi, c'est important. Vous, ça vous est arrivé. Quel conseil vous donnez à ceux qui n'ont pas encore cette maladie ? Parce que c'est quelque chose qu'on peut attraper en se promenant en forêt, en allant au golf, en allant à la chasse, c'est-à-dire de manière tout à fait anodine. Donc, quel conseil vous donnez ? Tout simplement de suivre scrupuleusement tout ce qui va être justement, lorsque vous allez en forêt, lorsque vous avez fini votre balade en forêt, que vous êtes deux, vous regardez mutuellement de façon à justement à pas laisser passer le moindre cas. Après, il faut pas non plus avoir peur d'aller se balader en forêt. Enfin, je veux dire, on est là pour alerter l'opinion, mais on n'est pas là pour faire peur à l'opinion non plus. Il faut mettre quand même les barrières où elles sont. C'est-à-dire qu'il faut limiter le risque. Il faut vérifier que vous n'avez pas une tique qui s'est accrochée à votre corps, parce qu'il faut le rappeler, c'est une piqûre, mais on ne la sent pas a priori. On s'en rend compte le soir. Exactement. On s'en rend compte avec la tique qui vous a mordu, qui est à moitié insérée dans votre peau. Finalement, alors c'est tout petit, ça a l'air de faire très mal, ça fait pas mal du tout. Après, il faut la retirer. Alors cette tique, on la retire comment ? Si on n'a pas d'outil sous la main, c'est d'aller en pharmacie très rapidement pour prendre un outil qui coûte rien du tout, de façon à pouvoir se la faire enlever correctement et ne pas avoir de risque. Cet outil, c'est ce qu'on appelle un peu le stylo à tique finalement, ou le tire-tique. Et surtout, aujourd'hui, on sait très bien quels sont tout le monde connaît les cas de maladies suite à une piqûre de moustique, et très peu de gens savent les maladies qu'on encourt à cause d'une piqûre de tique. Donc, c'est pour ça que si l'État aussi peut faire des préventions en mettant des messages aux abords des forêts, aux abords des chemins, ça va aider aussi beaucoup. C'est l'effet de masse qui fera que on arrivera à limiter les cas dans le temps. Voilà. Et dernier conseil, surtout, ne jamais retirer la tique avec les doigts, parce que vous la cassez. Ce qui fait qu'une partie de la tique reste encore au contact de votre peau et que ça peut faciliter l'incubation. De la même manière, ne jamais brûler la tique, parce que sinon ça peut favoriser ce qu'on appelle la régurgitation des bactéries qui peuvent vous faire tomber malade. Alors François Lallemand, toute dernière question que je pose aux médecins que vous êtes, puisque vous avez signé cet appel. Quel conseil vous donnez à ceux qui aujourd'hui se disent mais j'ai peur d'être atteint par cette maladie, mais j'en suis pas sûr et personne me le dit. À qui vous conseillez de vous adresser rapidement ? Mais c'est plutôt difficile à dire parce qu'on n'est pas nombreux en France à s'occuper correctement de ces problèmes-là, et tous les cabinets sont débordés. En plus, les autorités françaises ont une responsabilité très grande. Ils ont réussi à faire peur au corps médical, ce qui fait qu'il y a très peu de médecins qui veulent se mettre sur le créneau du Lyme, parce que la majorité des médecins qui sont impliqués dans la lutte contre cette maladie ont des problèmes, ont des procédures, sont devant les tribunaux et sont condamnés à des fermetures de cabinets médicaux. Bon, il y a par exemple 3 médecins sur la région de Lyon, docteur Harrer, docteur Cario, et puis surtout Philippe Bottero, qui est le pionnier en France, qui a 515 ans et on lui ferme le cabinet médical. Ça, c'est un scandale. Donc, vous dites en tout cas que c'est pas rassurant finalement ce que vous dites. Mais non, parce que là on demande un arrêt immédiat des poursuites des médecins. Parce que sinon les médecins, les patients n'auront plus de médecins pour les traiter tout simplement. Ils sont obligés presque de désobéir pour soigner cette maladie. Écoutez, merci François Vanson. J'aurais pas le temps malheureusement. Je suis désolé de vous redonner la parole. Vous êtes député des Vosges. Merci à vous François Lallemand, médecin généraliste, signateur de l'appel à reconnaître et à lancer un plan de bataille contre cette maladie de Lyme. Merci à vous également Patrice Benedetti. Vous êtes malheureusement atteint de cette maladie. Vous avez été
piqué par une tique quand vous aviez 14 ans et vous faites partie de l'association France Lyme. Alors, êtes-vous tous sensibilisés au danger de la tique et à la maladie de Lyme? C'est la question qu'on posait sur sudradio.fr. On fait un dernier point sur le sondage avec vous, Fabien. 62% de nos auditeurs, vous êtes majoritairement donc sensibilisés à cette maladie de Lyme, ce qui pousse légèrement à l'optimisme, un peu plus comme François Vincent l'était que François Lallemand, notre médecin. Merci Fabien, à suivre votre forum. Sud Radio. Mais tout d'abord, Philippe David, bonjour. Rebonjour Jean-Marie Bordry. Alors, dans un quart d'heure, vous êtes seul contre tous. Seul contre qui? Seul contre quoi? Seul contre Thibault Langsade, vice-président du MEDEF excusé du peu, et Aurélien Véron, président du Parti libéral-démocrate, qui vont vraiment pas être d'accord avec moi parce que je dis que les 35 heures, ça fonctionne. Et pour eux, les 35 heures, c'est un peu l'hydre à deux têtes ou la bête immonde, quelque chose dont ils ne veulent pas entendre parler. Eh bien, un rapport l'a prouvé, un rapport de l'IGAS, les 35 heures, ça fonctionne parce que ça a créé 350 000 emplois. Vous connaissez le principe, 0826 300 300 et votez sur sudradio.fr. Vive les 35 heures, c'est le cri du cœur de Philippe David. Seul contre tous à partir de 11h, d'accord avec lui ou pas d'accord, 0826 300 300. Il attend vos appels. On peut aussi avoir un avis différent. Je pense qu'il y a des sujets plus importants. Il faut aussi parler des choses qui vont bien. On nous donne la parole. Le forum du grand référendum. Et le forum, c'est votre moment dans le grand référendum. Vous intervenez à l'antenne 0826 300 300. Vous nous faites part de vos coups de cœur, de vos coups de gueule. Vous revenez également sur les débats du jour dans le grand référendum. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Françoise et qui va intervenir dans quelques instants autour de cette table avec moi en attendant Fabien Tacard-Blanchin. Bonjour Fabien. Bonjour Jean-Marie, rebonjour. On va faire un point sur votre info du jour, celle que vous partagerez dans quelques instants aussi. Eh bien, en fait, je vais vous faire traverser la Manche. On va aller faire un tour du côté de l'investiture républicaine, du côté de Donald Trump et plus précisément du discours de sa femme Melania Trump. Non seulement on traverse la Manche, mais on traverse même tout l'Atlantique. Tout l'Atlantique, un joli voyage. Un grand détour. Autour de cette table avec moi également, Philippe David, bonjour. Rebonjour Jean-Marie. Moi, c'est plutôt deux bonnes nouvelles. On en a besoin en ce moment. Deux bonnes nouvelles concernant la santé, puisqu'on a deux pistes très intéressantes contre la sclérose en plaques par le biais d'un anticorps qui bloque l'évolution de la maladie, et le vaccin contre le sida qui était en test donne de bons résultats. Donc c'est quand même deux bonnes nouvelles. On va pas se plaindre en cette difficile période. La recherche avance. Bonne nouvelle qu'on verra avec vous, Philippe David. D'abord, on accueille Françoise qui a composé le 0826 300 300. Bonjour Françoise. Oui, bonjour. Alors je crois Françoise que vous voulez revenir sur l'état d'urgence, cet état d'urgence qui a été prolongé pour 6 mois par les députés cette nuit. Absolument. Vous pensez que ça sert à quelque chose ? D'ailleurs, par la force que vous m'avez donnée d'appeler l'Élysée pour suggérer bonne idée au président de la République. Je pense que l'état d'urgence entraîne un état de peur, une espèce de psychose et de paranoïa collective, parce que dans Paris il y a des soldats partout. Moi j'habite à Corrèze, un petit village, à Sionnac, donc nous ne sommes pas touchés, mais il y a indirectement des conséquences. Donc je pense qu'il faut arrêter cet état d'urgence, mais puisque ça a été voté, nous sommes quand même obligés de subir les résultats d'un vote, et je lance un appel au président de la République pour lui dire, monsieur Hollande, vous que les Français nous critiquons sur tout ce que vous faites, c'est lamentable, parce qu'on finit par ne plus respecter sa fonction. Pourtant il vient de chez vous, vous êtes corrézienne lui aussi. Il faut lancer un appel pour faire voter en référendum tous les Français. Voilà le message que je veux lancer, et je pense qu'un référendum rétablira l'équilibre. Alors je vais revenir sur ce que vous avez dit Françoise, parce que c'est important. Vous dites l'état d'urgence c'est anxieux. Je vais revenir sur ce que vous avez dit Françoise. Vous dites l'état d'urgence c'est anxiogène, c'est oppressant, trop de policiers, trop de soldats. Mais en même temps ça vient pas de nulle part Françoise. On a eu ces attentats terribles, 84 morts sur la promenade des Anglais à Nice, 114 morts lors des attentats du 13 novembre à Paris. Je suis d'accord. Donc vous êtes pour tendre la joue gauche finalement ? Pardon ? Vous êtes pour tendre la joue gauche ? Parce que c'est ça qu'on pourrait vous dire. Non, pas du tout. Mais je pense que les terroristes recherchent cet effet qu'ils arrivent à produire, et nous devenons des objets. Finalement, nous devenons indirectement complices de ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'on réagit dans le sens où ils voudraient qu'ils réagissent et que nous réagissions. C'est ça que vous dites, Françoise. On fait ce qu'ils attendent de nous, les terroristes. Et je pense
que si on réfléchit, si vous voulez, c'est un devoir. Le président, le gouvernement, ils accomplissent un devoir de vouloir nous protéger. Mais je pense que ça va à l'encontre de la réalité, de la raison. Excusez-moi, c'est comme ça. Je pense qu'il faut envoyer un autre message. Alors quel message ? C'est la dernière question, rapidement. Quel message vous voulez qu'on envoie pour lutter contre le terrorisme ? Parce que c'est quand même ça l'objet, qu'on soit pour ou contre l'état d'urgence, finalement, on veut tous que ces attaques qui sont particulièrement atroces s'arrêtent. Qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous ? Je vais vous dire, moi je pense que ce qui est à l'origine de ce qui nous arrive du côté des terroristes, et nous aussi, c'est la peur. Nous avons tous une peur qui date depuis des années et des années. Il y a une forme de dépression de la société, et c'est là le noyau, et c'est ce qu'il faut guérir. Ensuite, je pense qu'à travers cette histoire, il y a probablement une grande secte qui détient le monde. Oh là, vous allez loin, vous enflammez, Françoise. Vous enflammez, Françoise. Et là, il faut Non, là, vous vous enflammez, Françoise. Là, écoutez, une grande secte. Bon, on va pas revenir là-dessus. Ceci dit, c'est important de retenir ce que vous avez dit sur la peur, effectivement. Quoi qu'il en soit, cette prolongation de l'état d'urgence est bien de 6 mois. Elle a été décidée cette nuit par les députés. A priori, ça va durer jusqu'en janvier. Le forum du grand référendum, ça continue après une courte pause. On verra les infos du jour de Fabien Tacard-Blanchin et Philippe David. Le forum du grand référendum. Et le forum du grand référendum, c'est votre moment. Vous intervenez à l'antenne 0826 300 300. Vous nous faites part de vos coups de cœur et de vos coups de gueule. En attendant, quelques infos du jour, notamment avec vous, Philippe David. Vous, Philippe, vous voulez nous faire part de 2 bonnes nouvelles médicales, je crois, Philippe David. Alors, 2 bonnes nouvelles médicales, une préventive, une curative. La preuve que la recherche attaque tous azimuts. La première, c'est sur le sida. Une maladie qui est apparue, faut-il le rappeler, il y a 35 ans, en juin 1981, le CDC, le Centre de contrôle des maladies d'Atlanta, déclarait les premiers cas. On ne savait même pas que c'était un virus, puisqu'on appelait ça à l'époque le cancer gay. Vous voyez un peu à quel point on était complètement démunis. Ah oui, il y avait eu d'ailleurs, il faut le rappeler, parce que ça on l'oublie facilement, mais des discours notamment de certaines sectes religieuses extrémistes et chrétiennes pour le coup, à l'époque, qui disaient que cette maladie qui apparemment, le sida qu'on ne connaissait pas, ne touchait que les homosexuels. C'était pas vrai, ça n'a jamais touché que les homosexuels, mais ça les a beaucoup touchés au début. Vous avez eu des faux furieux illuminés qui ont dit que c'était le châtiment divin, quoi. Exactement, une punition divine, un châtiment divin, comme vous dites, Jean-Marie. Alors, faut savoir que les chiffres du sida sont terrifiants, parce que le sida a fait, depuis l'apparition de la maladie, il y a 35 ans, plus de 30 millions de morts dans le monde. Plus de 30 millions de morts. Vous vous rendez compte, la Deuxième Guerre mondiale, de mémoire, c'est 40 millions de morts. Ça fait déjà plus que la Première Guerre mondiale. Et il y a un vaccin qui a été testé et qui donne des résultats très prometteurs. Très, très prometteurs. Alors, pour le sida, c'est déjà la première bonne nouvelle. La seconde bonne nouvelle, elle est curative sur une autre maladie qui s'appelle la sclérose en plaques, qui touche malheureusement beaucoup de gens, mais dont on ne parle pas suffisamment. Vous avez parlé de la maladie de Lyme il y a quelques minutes dans le grand référendum. C'était très bien d'en parler, parce qu'on n'en parle pas assez, à mon avis. Et là, c'est curatif. C'est une équipe européenne dirigée par l'INSERM qui a mis au point un anticorps capable de ralentir la progression des troubles moteurs chez une souris après une seule injection. Alors, c'est un anticorps médicament. Donc là, on n'est plus dans le préventif, contrairement à un vaccin. Curatif. On est dans le curatif. Et ça donne d'excellents résultats sur la souris, et ça permettrait de maintenir l'étanchéité de barrières sans cerveau. On travaille avec, je vais pas être très technique, on travaille sur les lymphocytes, et c'est ce qui est quand même, pour cet anticorps curatif. Et ce qu'il y a je dirais pas d'amusant, parce que c'est pas amusant, c'est que le virus du sida attaque un type de lymphocytes qui s'appelle les lymphocytes T4. Et là, on arrive à guérir, on va peut-être arriver, on croise les doigts, on touche du bois, la sclérose en plaques, en agissant toujours sur cette partie du système immunitaire qui s'appelle les lymphocytes. Donc, en cette période quand même trouble, ça fait 2 bonnes nouvelles d'un coup. On n'allait pas gâcher notre plaisir. Oui, c'est une bonne chose que la recherche avance. Après, comme vous l'avez dit, je crois, Philippe, cette avancée sur la sclérose en plaques, on en est encore du test sur des souris. Donc, on a eu des résultats favorables en laboratoire, j'imagine, sur des souris. Oui. Ça veut dire que ça va prendre encore beaucoup de temps avant qu'on arrive, peut-être, parce que c'est pas encore sûr,
à mettre au point et à commercialiser, en tout cas à administrer, un traitement contre la sclérose en plaques. Justement, a priori, ça pourrait aller plus vite que ce que vous dites, parce que a priori, on va faire déjà les tests d'innocuité sur l'homme, mais ce serait testable relativement rapidement, c'est-à-dire pas à horizon d'une décennie, mais plus rapidement que ça. Après, il ne faut pas forcément aller trop vite aussi pour tester des médicaments. Vous avez vu, parfois, ça peut conduire à des drames, comme ça s'est passé en France il y a quelques mois. Récemment, du côté de Rennes, effectivement. Bon, Fabien Tacler-Blanchin, vous avez une info du jour. Vous, on va parler d'autre chose. On n'est plus du tout sur la médecine, mais on est sur la politique transatlantique aux États-Unis. Oui, direction Cleveland, dans le nord-est des États-Unis, se tient actuellement la convention républicaine, donc qui doit mener l'investiture en fait de Donald Trump. Ça devrait être demain, somme toute logique. Alors en fait, moi, je voulais vous parler de ce qui s'est passé hier. C'était le discours de Melania Trump, l'épouse de Donald Trump, ex-mannequin, s'il fallait le préciser. Et cette qui est immigrée d'ailleurs. Oui, qui est une. C'est important de le souligner aux États-Unis. Elle n'est pas née en France. Elle n'est pas née aux États-Unis, pardon. Elle a acquis la nationalité depuis. Et elle sera peut-être première dame. C'est quelque chose qui peut pas faire tâche, je dirais, mais bon, qui peut. Non, aux États-Unis, c'est quelque chose de novateur, au contraire. Enfin, c'est de novateur, c'est quelque chose d'autant plus avec les idées prônées par Donald Trump. Là où je voulais en venir, tout simplement, en fait, c'est dans son discours, un discours qui en fait fait polémique puisqu'il ressemble étrangement à celui prononcé par Michelle Obama, épouse et première dame actuelle, l'épouse de Barack Obama. C'était en 2008. C'était pendant la convention qui devait mener à l'investiture de Barack Obama. Alors, il y a plusieurs thématiques tout d'abord qui sont présentes, des thématiques communes comme celle du respect, des valeurs, de tenir ses promesses, la jeunesse également. Je vais vous lire juste 2 extraits. Je me suis amusé pour tout vous dire à interposer chacune des citations. On pourrait en fait en enlever une sur 2. Et elle a copié en fait Melania Trump, c'est ça que vous nous dites. Elle a complètement copié le discours. Je vous laisserai juge. Moi, vous allez nous lire 2 extraits. Voilà, tout simplement la version Melania Trump, ça donne. Depuis mon plus jeune âge, mes parents m'ont appris l'importance de certaines valeurs, qu'il faut travailler dur pour obtenir ce que l'on veut dans la vie. Version Michelle Obama. Barack et moi avons été élevés selon les mêmes valeurs, qu'il faut travailler dur pour obtenir ce que l'on veut dans la vie. Vous l'aurez compris, du mot pour mot, presque sur la fin de la phrase. Bon, vous êtes mauvaise langue. Elles ont appris à travailler dur comme tout le monde. Elle a, je cite, elle a fait ce discours toute seule et elle l'a répété toute seule. Dernière citation, il y en a d'autres, mais on va faire assez court. Version Melania Trump, parce que nous voulons que nos enfants dans ce pays sachent que la seule limite à leur réussite est la puissance de leurs rêves et leur volonté à les réaliser. Version Michelle Obama. Parce que nous voulons que nos enfants et tous les enfants de ce pays sachent que la seule limite à leur réussite est la portée de leurs rêves et leur volonté à les réussir. Philippe ? Ça m'inspire juste qu'on peut trouver déjà un surnom à Melania Trump, copier-coller. Oui, c'est arrivé à tout le monde. Après, vous faites tellement de discours pour dire aussi des platitudes. Rappelez-vous de Nicolas Sarkozy, on s'était rendu compte, c'était pas sa faute, mais qu'il avait prononcé à quelques années d'intervalle 2 fois le même discours, presque mot pour mot. Il y avait eu un de ses collaborateurs qui avait dû en prendre pour son grade. Bref, le forum du grand référendum s'est terminé, tout comme le grand référendum. On se retrouve demain après le journal de 9h dans quelques instants. C'est Philippe David, seul contre tout.